La campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou s'ouvre officiellement lundi prochain. Le kilogramme de la noix de cajou Borchamp est fixé à 350 francs CFA, prix en nette évolution par rapport à celui de 2015 qui était de 275 francs CFA. Information issue du Conseil des ministres. En santé, une épidémie de méningite sévit dans le nord-est du pays. En un mois, 17 personnes vivant dans le village de Youndou ont perdu la vie. On a vite fait de croire à l'apparition d'une maladie mystérieuse. Les services du ministère de la Santé sont formels. Il s'agit bien d'une méningite. Un chapitre à religion ce mercredi, pas comme les autres. C'est le mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien. Les fidèles catholiques ont donc démarré la période de pénitence par l'imposition des cendres. Pendant 40 jours, ils sont appelés à méditer et prier. Et puis, à l'étranger, l'opposition sud-africaine réclame la démission du président Jacob Zuma. Le motif est le dossier Nkandla, un scandale de 15 millions d'euros utilisé pour rénover une résidence privée du chef de l'État sud-africain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. C'est officiel, c'est lundi prochain que s'ouvre la campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou. Le kilogramme Borchamp est fixé à 350 francs CFA. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel. Autre annonce importante, l'imminente réalisation de 2 projets électriques qui devraient fournir l'électricité à 500 nouvelles localités. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Si le Conseil des ministres hebdomadaire réuni ce mercredi au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État a pris une nouvelle fois des décisions toujours dans l'optique d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, le Conseil a aussi mis en orbite la réalisation d'un grand volet du programme d'électrification de la Côte d'Ivoire promis par le président de la République Alassane Ouattara. 500 nouvelles localités seront bientôt électrifiées. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier porte ratification de l'accord de prêt d'un montant de 601 981 890 dollars US, soit environ 350 milliards de francs CFA, conclu le 7 décembre 2015 entre la banque Exim Bank Chine et notre pays, en vue du financement du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Le deuxième porte sur la ratification d'un accord de prêt d'un montant de 120 milliards de francs CFA. Ces 2 projets vont permettre de soutenir le programme de relance économique de notre pays en garantissant une amélioration de l'alimentation électrique sur l'ensemble du territoire. Ces financements vont par exemple permettre la construction et la réhabilitation de postes de transformation, 225 et 90 kV, et ils vont également permettre la construction de 1500 km de lignes de transport. Ils permettront l'électrification de 500 nouvelles localités sur l'ensemble du territoire national. Poursuivant, le Conseil a aussi pris des mesures pour mettre fin aux constructions anarchiques trop fréquentes. La réglementation nationale en matière de construction est désormais soumise aux normes internationales. Le but principal étant surtout de protéger nos populations. Donc sur cette base, il a été déterminé des catégories de logements ou de construction. Il y a des bâtiments qui n'auront pas besoin d'un permis de construire. Il s'agit notamment des maisons d'habitation qu'on peut classer dans la catégorie habitat social. C'est-à-dire que c'est des maisons en rez-de-chaussée, sans sous-sol, et sans trop de complexité au plan de la construction. D'autres catégories ont été définies, qui vont des situations les moins complexes à celles qui sont les plus complexes. Et dans chacune de ces catégories, il a été demandé un certain nombre de documents que le constructeur devra expressément produire ou obtenir. Le Conseil a fixé pour ce 15 février 2016 l'ouverture de la campagne nationale de commercialisation de la NACARD. Le prix plancher obligatoire est fixé à 350 francs CFA le kilo au producteur. Pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 375 francs le kilo et le prix plancher obligatoire magasin portuaire est fixé à 432 francs le kilo. Le Conseil a également fixé à la date du 15 février 2016
l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2016. Enfin, le Conseil a donné son accord pour la prise de mesures en vue de permettre au Conseil du coton et de l'anacarde de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées, pour permettre le respect strict des prix. L'anacarde, richesse des régions centre et nord, grâce aux réformes apportées à ce secteur agricole. La campagne précédente, en 2015, a vu la vente par les paysans de 702 000 tonnes de production, ce qui leur a permis de totaliser une recette de 119 milliards de francs. Le Conseil des ministres, au cours de sa session ce mercredi 10 février, a en outre validé les nominations au titre de directeur de cabinet de tous les ministères du nouveau gouvernement. Ce Conseil des ministres marque évidemment un tournant important pour les producteurs d'anacarde, la filière qu'on a une embellie depuis 3 ans de plus de 400 000 tonnes. La production est aujourd'hui estimée à plus de 700 000 tonnes. Croissance de la production, mais aussi et surtout croissance du prix pour le paysan de 125 francs CFA, prix minimum garanti en 2013, dès le début de la réforme, soit une variation de 125 francs CFA sur 3 ans. Dans le sujet de Noël Gnagno qui va suivre, on répond à une question essentielle. D'où vient la filière anacarde? Nous, on vit ça qui joue très très mal pendant plusieurs années. Parce que l'État ivoirien n'a pas considéré les anacardes en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs organisations au niveau de l'État, mais c'est des signements. Ça, c'est désormais du passé. Le gouvernement a pris en main la filière depuis 2013 grâce à la réforme née de l'atelier de Yamoussoukro, avec à la clé une loi fixant les règles relatives à la commercialisation du coton, de l'anacarde et de la régulation des activités. Le tout supervisé par une institution, le Conseil du coton et de l'anacarde. Donnée essentielle de cette réforme, la sécurisation du revenu des paysans. Ils perçoivent 60% du prix CAF, assurance fret. Le prix payé aux producteurs a été amélioré après la réforme. Ça, c'est une satisfaction. Le prix a été garanti. Il y a au moins un prix plancher que tout le monde est obligé de respecter dans l'année. Ça, c'est déjà un pas très important. 3 ans après, l'anacarde est devenue une spéculation phare. Le café-cacao des zones nord, nord-ouest, nord-est et centre de la Côte d'Ivoire. Les cultures que nous faisons, ça sert pour l'autoconsommation. Bon, en bas, il y a le café, il y a le cacao. Ça ne se consomme pas sur place. Hein? C'est l'argent que les gens prennent pour construire, pour faire les choses. Et c'est, pour nous, maintenant, c'est l'anacarde qui remplace ces 2 cultures pérennes. De 400 000 tonnes en 2011, les volumes de production sont passés successivement à 500 000 tonnes en 2013, 564 780 en 2014 et 702 510 tonnes en 2015. La Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur mondial de noix de cajou devant l'Inde et le Vietnam. Une production qui équivaut au tiers du volume mondial du cajou. Parallèlement à ces performances, les prix aux paysans ont pris l'ascenseur. 225 francs CFA prix minimum garanti en 2013 au début de la réforme. Le prix Borchamp pour la campagne qui s'ouvre lundi 15 février est fixé à 350 francs CFA. Prix plancher Borchamp, soit un gain de 125 francs CFA par kilogramme pour les paysans depuis la mise en œuvre de la réforme. Et ces images qui nous viennent fraîchement du palais présidentiel, après 3 jours de mission dans la capitale économique ivoirienne, la délégation de haut niveau du MCC, Millennium Challenge Corporation, a été reçue ce soir par le président Ouattara, conduite par Kamaran Khan, vice-président des opérations du programme Compact du MCC. La délégation est allée faire le point de sa mission de travail à Abidjan, mission marquée par une série de rencontres avec le gouvernement sur fond de mise en œuvre des réformes engagées par le pays dans le cadre du programme MCC. La délégation a également informé le chef de l'État des autres étapes à franchir avant le déblocage des fonds alloués par le gouvernement américain dans le cadre de ce projet qui vise à lutter contre la pauvreté. La 7e conférence des épouses de chefs d'État africains s'est tenue ce mercredi à Accra au Ghana. Une douzaine de premières dames y ont pris part, dont Dominique Ouattara. La conférence traite de questions touchant les femmes et les enfants,
et les sujets relatifs à la santé, aux droits sexuels ainsi que la reproduction sur le continent. Abiba Dambélé Saoué. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie à son arrivée par le ministre ghanéen du Tourisme, Madame Elisabeth Ofosu Adjaré, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, son Excellence Monsieur Ewi Bernard. La première dame de Côte d'Ivoire est à Accra pour participer jeudi au lancement de la campagne continentale Tous inclus, pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents, ce dans le cadre de la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Je suis ravie d'être au Ghana et à Accra pour répondre à l'invitation de ma sœur, la première dame du Ghana, qui a organisé une réunion des premières dames sur la lutte contre le VIH-Sida, notamment pour les jeunes et les adolescents. Et comme vous savez que c'est un sujet qui me tient très à cœur, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger nos expériences différentes entre nous. Les membres du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana et des étudiants ivoiriens résidant à Accra sont sortis nombreux pour saluer Dominique Ouattara et sa délégation. Aux côtés des premières dames d'Éthiopie et du Tchad, Madame Dominique Ouattara, ambassadeur spécial pour l'élimination et le traitement pédiatrique du VIH, sera le porte-parole de l'Afrique de l'Ouest et tout particulièrement de la Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prendra donc part demain à la 7e conférence des épouses de chefs d'État africains, c'est à Accra. Et revenons en Côte d'Ivoire pour parler santé. Une épidémie de méningite sévit dans le nord-est du pays. En un mois, 17 personnes vivant à Youndouo, localité située à 100 km de Bouna, ont perdu la vie. On a vite fait de croire à l'apparition d'une maladie mystérieuse. Et pourtant, les services du ministère de la Santé sont formels. C'est bien la méningite qui est à la base de cette vague de décès, comme nous le montre notre reporter Serge Koléa qui a rencontré la ministre de la Santé. 17 morts en un mois, c'est le bilan du drame sanitaire qui se passe en ce moment à Youndouo. Dans cette sous-préfecture située à 100 km de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, une maladie sévit. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit de la méningite. Au départ, les signes faisaient penser à une crise de palu et ils étaient soignés comme un palu. Nos équipes se sont rendues dans ce village, à Bouna, et on s'est rendu compte que les signes étaient plus des signes de méningite, mais une méningite assez particulière, parce que ce n'est pas la méningite du méningocoque, mais c'est la méningite à pneumocoque. Et cette méningite à pneumocoque n'a pas de vaccin, mais par contre, elle est sensible à la pénicilline. Pour l'heure, a indiqué la ministre, 27 cas ont été enregistrés. Ils bénéficient de soins appropriés. Dès que le virus a été identifié, toutes nos équipes ont commencé à faire des piqûres de pénicilline, donc c'est un antibiotique. À donc faire de l'antibiotique à tous ceux qui me semblent présenter des signes de méningite. Et depuis que les équipes sont sur le terrain, les choses se passent au mieux. On n'a pas notifié de décès depuis 3 jours. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les populations. Les dispositions sont prises pour freiner l'avancée de cette maladie. Cette épidémie de méningite attire certainement l'attention de l'OMS. En attendant que l'organisation y jette un coup d'œil, son représentant résident, Dr Yokwide Alaranga, quitte la Côte d'Ivoire après une mission de 4 ans. Avant son départ, il a reçu les honneurs du pays, décoré par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au nom du gouvernement. L'homme s'est félicité de la franche collaboration des autorités ivoiriennes. On retrouve Serge Koléa. Le représentant résident de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Yokwide Alaranga, quitte la Côte d'Ivoire. Sa mission de 4 ans a été bien appréciée par les autorités ivoiriennes. C'est pourquoi il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite de la santé par la ministre Ramon Nagoudou Kofi au nom du Premier ministre. Nous avons donc, avec le ministère de la Santé, mis en place un système utilisant les nouvelles technologies, ce que nous appelons EpiSurveya, qui nous permet aujourd'hui d'avoir la situation épidémiologique des maladies sous surveillance pratiquement dans tout le pays. Le volet sur lequel nous avons beaucoup travaillé également avec le ministère de la Santé, c'est évidemment la préparation et la prévention contre la maladie à virus Ebola. Vous avez vu
que la Côte d'Ivoire avait eu 3 pays qui avaient eu la maladie, mais avec les efforts du gouvernement, il fallait vraiment tout faire pour qu'on ne puisse pas avoir cette épidémie en Côte d'Ivoire. Il y a le volet de la lutte contre la mortalité maternelle, qui est le volet vraiment sur lequel Madame la ministre essaye de mettre tout le paquet. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicitée de cette franche collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'OMS. De nationalité tchadienne, le docteur Yokouide Alaranga rejoint la RDC, la République démocratique du Congo, où l'attend une nouvelle mission. Le ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions s'est rendu hier à la Cour suprême dans la commune de Cocody. Aoussou Kwadio Jano veut servir de pont entre l'exécutif et cette institution de la République. Un reportage d'Ahmed Traoré et Abou Sanogo. C'est en vue de s'enquérir du bon fonctionnement des institutions de la République que le ministère d'État auprès du président de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, s'est rendu à la Cour suprême ce mardi, 8e institution à être visitée. L'objectif est le même, servir de pont entre le gouvernement et ses institutions. Nous sommes venus nous présenter au président de la Cour suprême pour dire que nous étions envoyés par le président de la République auprès de l'institution qui dirige afin de collaborer en vue de la consolidation de la démocratie dans le pays, mais aussi en vue de la consolidation de la paix, parce que n'oublions pas que la justice est en soi facteur de paix. Le président de la Cour suprême a saisi cette opportunité pour demander au ministre d'État, Jano Aoussou Kwadio, d'être le porte-parole de l'institution qu'il dirige auprès du président de la République. Le ministre d'État nous a fait cette visite ce matin et c'est heureux qu'il en fût ainsi. Parce qu'il est venu et de la bouche même des magistrats concernés, il a eu connaissance de nos problèmes. Et en retour, il a eu à notre égard des propos rassurants en disant qu'il va se faire fort d'aller défendre tout ça devant le président de la République. Et comme on sait quel rôle il joue, on est sorti de là assuré que demain pour nous sera de nouveaux jours. Le ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions compte rencontrer très prochainement le président de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, on parle aussi religion en ce mercredi pas comme les autres. C'est le mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien. Les fidèles catholiques ont donc démarré la période de pénitence par l'imposition des cendres. Pendant 40 jours, ils seront appelés à méditer et prier. Ange et Oradé, Grâce Kando. Un signe de croix sur le front des fidèles chrétiens catholiques et la tradition est respectée. Les catholiques entrent ainsi en carême à partir de ce mercredi. Tous les chrétiens du monde entier se retrouvent pour se rappeler ce qu'ils sont fondamentalement. Par la cendre, ils se rappellent qu'ils sont fragiles, ils se rappellent qu'ils sont poussière et qu'ils retourneront en poussière. Que par conséquent, ils doivent apprendre à faire confiance au Seigneur qui les invite à vivre pleinement leur vocation, à vivre pleinement ce qu'ils sont. Les 40 jours de jeûne de Jésus au désert, mais en même temps 40 pour nous rappeler que ce sont des jours qui se suivent, mais qui ne doivent pas se ressembler dans notre entraînement au combat spirituel. Les chrétiens catholiques ont fait nombreux le déplacement dans les paroisses pour marquer leur entrée au carême. 40 jours pour demander pardon à Dieu, prier et faire preuve de solidarité. Nous sommes venus prendre la cendre pour suivre les traces du Seigneur. C'est le début du carême, demander pardon à Dieu pour qu'il puisse nous éloigner de tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous éloigne de sa présence et demeurer en sa présence. L'imposition des cendres qui ouvre le carême chrétien est un rite institué par le pape Grégoire Ier en l'an 591. L'occasion est donnée aux fidèles dans la pénitence de se réconcilier avec Dieu avant la célébration de la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ. Avant l'ouverture du carême, des chrétiens catholiques ont effectué récemment un pèlerinage dans plusieurs régions d'Italie pour des visites de lieux saints.
Point culminant de ce pèlerinage en cette année de grâce plénière, l'audience publique du pape à la place Saint-Pierre de Rome, à laquelle les pèlerins ivoiriens ont pris part. Un honneur pour la Côte d'Ivoire avec la place de choix accordée à la délégation ivoirienne. Envoyé spécial en Italie, Thérèse Tapeyoboué. Place Saint-Pierre de Rome. De milliers de pèlerins du monde entier assistent à l'audience générale du pape François. Ces audiences ont lieu tous les mercredis. Dans sa catéchèse, en cette année jubilaire, le pape François a axé sa médiation sur la miséricorde et la justice, invitant chaque pèlerin à accueillir le pardon de Dieu et à son tour à pardonner à ses frères et à ses sœurs. Pour suivre cette audience, grâce à la promptitude de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Saint-Siège, les pèlerins ivoiriens ont occupé une place de choix dans le périmètre du pape. Un honneur et une grâce particulière pour les pèlerins et tout le pays. Dans ce moment de la miséricorde, dans ce territoire où le Seigneur a donné la clé de l'Église à Saint-Pierre pour évangéliser l'humanité et me retrouver en ce moment précis à Rome, je sais que je ne suis pas inutile dans le plan de Dieu. J'éprouve beaucoup d'émotions parce qu'il y a plus de 20 000 personnes ici présentes. C'est le premier pèlerinage du genre que la Direction générale des cultes encadre. Et il faut aussi noter qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la confraternité, le dialogue interreligieux et surtout le rapprochement des religions. Avant cette audience, les pèlerins ont visité le musée du Vatican et ont encore eu le privilège de suivre l'Angélus en direct, place Saint-Pierre de Rome, avec le pape François. Et la visite des sites religieux vous sera proposée dans nos prochaines éditions, toujours avec notre envoyé spécial en Italie, Thérèse Tapeyoboué. C'est la ville de Daoukro qui va abriter les festivités officielles de la Journée internationale des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Célébrée au niveau mondial le 1er octobre de chaque année, l'événement se tiendra les 11 et 12 février prochains. Selon le directeur général des affaires sociales du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, cette célébration décalée est justifiée. Herman Niamia. C'est la ville de Daoukro qui va abriter les festivités officielles de la Journée internationale des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Célébré au niveau mondial le 1er octobre de chaque année, l'événement se tiendra les 11 et 12 février. Selon le directeur général des affaires sociales du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette célébration décalée est justifiée. C'est un nombre de raisons qui sont liées à l'actualité nationale. Depuis octobre, on n'a pas pu célébrer cette journée-là. Plusieurs activités, selon Amara Koulibaly, vont meubler cette célébration dans la capitale de la région de Lifou. Au cours de cette journée-là, toutes nos institutions de prévoyance sociale vont animer des stands, vont animer des conférences, animer des panels. Il y aura également des activités de santé. Et ces activités de santé-là vont consister essentiellement à faire des campagnes de dépistage, notamment l'hypertension, le diabète et autres, et principalement celui de la prostate. Outre ces différentes activités qui se tiendront le jeudi 11 février, le vendredi 12 février sera marqué par la commémoration officielle qui se tiendra en présence du haut patron de la cérémonie, Henri Konabédié. Il va recevoir son prix demain. L'écrivain centenaire ivoirien Bernard Belindadié est le lauréat de la toute première édition du prix UNESCO UNAM. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO revient sur le sens de ce prix mondial. Il est interrogé par Serge Coléa. C'est le couronnement d'une riche carrière. Bernard Belindadié, lauréat de la première édition du prix UNESCO UNAM. La candidature de l'homme des lettres, présentée par la Commission nationale de l'UNESCO après un appel à candidature mondiale, a décroché la palme d'or devant d'éminentes personnalités et organisations internationales. Pour le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, l'écrivain ivoirien a séduit le jury par la dimension humaniste de ses écrits. Donc, le dossier de Bernard s'est défendu par lui-même, en raison justement de sa densité, en raison justement
de l'humanisme qui habite cette œuvre-là. Je crois que la directrice générale qui, dans son orientation, a dirigé l'UNESCO, met l'accent sur le nouvel humanisme, a dû certainement trouver dans l'œuvre de Bernard un écho à sa propre philosophie. L'œuvre de Bernard Dadier, c'est tout un enseignement légué désormais à la mémoire universelle. Son œuvre recèle une espèce d'anthropophanie, c'est-à-dire une espèce de manifestation de l'homme. L'homme comme liberté, dignité. Son œuvre recèle beaucoup d'aspects de l'universalité. Le prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique, est doté d'un montant de 50 000 $, environ 25 millions de francs CFA. Il sera exceptionnellement remis à Abidjan. Mais le moment le plus attendu, c'est la déclaration de Dadier à la réception de ce prix. Un instant de célébration marqué par plusieurs représentations artistiques et culturelles inspirées de l'œuvre de cet artiste. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'UNESCO, la Fondation Bernard Dadier prennent une part active dans la réussite de cet événement prévu ce jeudi 11 février au Palais de la Culture de Treichville. L'actualité judiciaire en bref, au terme d'une longue intervention entamée ce matin, le procureur général près la Chambre africaine extraordinaire d'assises, Mbaké Fall, suppléé par ses 3 adjoints, a requis contre Hissène Habré l'emprisonnement à perpétuité, la peine maximum prévue par le statut des chambres africaines extraordinaires, CAE. Toujours à l'étranger, l'opposition sud-africaine réclame la démission du président Jacob Zuma. Le motif est le dossier Nkandla, un scandale de 15 millions d'euros utilisé pour rénover une résidence privée de Jacob Zuma, une manifestation qui intervient à 2 jours du discours du président devant le Parlement sud-africain. Les rues de Johannesburg étaient ce mardi bondées de manifestants des 2 principaux partis d'opposition sud-africains. Cible de ce mécontentement, le président Jacob Zuma et sa propriété privée de Nkandla. On pouvait lire sur les pancartes « L'ANC doit partir » ou encore « Rends l'argent ». Ceci en référence aux 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA, puisés dans les caisses de l'État pour rénover la résidence privée. Nous sommes ici, nous allons marcher et j'espère que le président ou le soi-disant président Zuma rendra cet argent. Aux côtés des manifestants estimés à plus de 5 000, le leader des combattants pour la liberté économique, Julius Malema. Nous voulons que le président se plie aux mesures correctives du protecteur du citoyen. Nous sommes ici pour dire au président qu'il doit rendre l'argent. Nous avons dit que le président sera un jour devant le tribunal et beaucoup ne nous ont pas cru. Ces manifestants de l'opposition sont également à l'origine de la saisine de la Cour constitutionnelle. Celle-ci devra déterminer si ces recommandations sont légalement contraignantes ou non. Du côté de la défense, c'est un virage qui a été pris. Les avocats du chef de l'État ont fini par admettre que celui-ci avait eu tort de ne pas rembourser une partie de cet argent public et qu'il devrait réparer son erreur. Pour l'heure, le jugement de la Cour est attendu. En bref et en image pour terminer, le Parlement français a voté le projet de révision constitutionnelle par 317 voix contre 199. La majorité des groupes socialistes, les Républicains et UDI, le groupe centriste ainsi que des radicaux de gauche ont voté pour ce texte que le Sénat examinera à la mi-mars. Le groupe Front de gauche, les frondeurs du PS, une partie du groupe écologiste, ainsi que plusieurs dizaines de députés, les Républicains, qui jugent cette réforme inutile et dangereuse, ont voté contre. Pendant ce temps, la démission de Laurent Fabius au Quai d'Orsay a été annoncée et on vient de l'apprendre. Laurent Fabius a été nommé ce soir même à la tête du Conseil constitutionnel français. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1. Demain 20h, retrouvez David Gouédan Mobio.